Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Happy Time, premier épisode de 2026 et septième épisode. On a perdu un peu le rythme qu'on a eu en fin d'année, on a un peu ralenti là du fait de l'activité. On va essayer de maintenir 6 épisodes quand même cette année aussi, voire plus peut-être selon l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orchestration des agents IA. Pour cela, j'ai deux invités aujourd'hui. Donc, Kautar, je te laisse te présenter. Oui. Bonjour à tous, je suis Kautar Mohib, je suis consultante API Cloud chez Nowplay. Nous accompagnons les entreprises dans le design et la gouvernance de leurs API, mais de plus en plus dans la préparation de leur système aux usages d'IA. Je suis aujourd'hui accompagnée de Loïc Bertin. Je laisse la main à Loïc de se présenter. Yes, bonjour à tous, donc Loïc Bertin, moi je suis Solution Engineer chez Gravity, donc je suis responsable technique sur tous les sujets d'avant-vente, et donc je viens de la société Gravity, qui est un éditeur de logiciels, notamment de solutions d'API Management, fondé dans le nord de la France, à Lille, et qui regroupe aujourd'hui 180 employés répartis dans 350 entreprises différentes. Ok, parfait. Alors, pour entrer au vif du sujet, aujourd'hui on va parler agent IA, c'est un sujet d'actualité. Alors, jusqu'à ici, la consommation des API était simple. Le développeur, il va coder son appel. C'était fait de façon statique, donc le chemin est déjà déterministe, on sait vers quoi on va appeler. Mais cela ne suffit plus dans l'ère des agents IA. Parce que l'agent IA, il exécute des actions, il exécute des actions, il va aussi faire des appels de façon dynamique. Donc le chemin n'est pas déterministe à l'avance. On ne sait pas ce que l'agent va faire à l'avance. Ce que ça change concrètement, c'est que l'orchestration devient non déterministe et la gouvernance devient aussi centrale. Ce que ça change côté marché, donc actuellement, on a différents standards qui émergent. Donc, on a le standard MCP pour que les agents puissent interroger donc le MCP server pour explorer donc les différents outils qu'ils peuvent utiliser. On a le protocole A2A qui permet aux différents agents de communiquer et d'interroger l'un l'autre. Donc, il y a un fort intérêt, il y a beaucoup d'exploration, mais il n'y a pas encore de stabilité. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc pour discuter un peu plus en détail de ce qui peut être fait. Alors, je te donne la main, Loïc. Oui, tout à fait. Donc nous Gravity, en tant qu'éditeur de logiciels, comme on l'a dit, on accompagne beaucoup d'entreprises en tout cas dans l'orchestration de leurs agents, de leur LLM, de leur MCP. C'est des concepts sur lesquels on reviendra dans la suite du webinaire. Et donc on a une vraie vue d'ensemble finalement du marché, de ce qui se passe. On essaie aussi, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, de suivre ces standards. Donc on verra plus tard comment est-ce que Gravity peut supporter ces standards MCP et A2A. Mais comme l'a dit Kautar, c'est des standards qui évoluent énormément, qui eux-mêmes des fois changent. Certains éditeurs en adoptent d'autres, de nouveaux émergent. Et donc, tout l'intérêt d'un éditeur de logiciels comme nous, c'est de pouvoir suivre ces standards et de les supporter dans les plateformes que l'on propose. Parfait. OK. Donc, l'idée... Pardon, je reviens d'un slide. L'idée qu'on va avoir dans ce webinaire, c'est d'essayer un peu de dégrossir ensemble, finalement, ce que c'est qu'un agent IA. Donc, je n'ai pas forcément connaissance de votre niveau technique dans l'audience sur vos connaissances autour des agents. Donc, j'espère que ce petit rappel ne sera pas de trop pour tout le monde, mais en effet, on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne un agent, quelles sont les différentes étapes et interactions qu'il y a derrière un agent IA. Et donc, ce qu'on constate, c'est qu'un agent IA, aujourd'hui, ça va se baser sur une boucle qui est en 4 étapes. Et donc, Kautar va vous présenter les différentes étapes autour de l'agent. Oui. Donc avant de passer aux différentes étapes, je pense qu'il faut qu'on éclaircisse la notion d'MCP Server. Je suis sûre que certains d'entre vous connaissent déjà le concept, mais pour éclaircir un peu, on peut imaginer un MCP Server, c'est comme ce qui est de la documentation OpenAPI pour un développeur actuellement. Donc le développeur actuellement, quand il veut utiliser une API, il va interroger la documentation de façon statique, il va voir le fichier et voir quels endpoints sont accessibles et utilisables. Alors, le MCP Server, il fait ses tâches, mais il va encore plus loin parce que c'est de façon dynamique. L'agent IA, il va interroger le MCP Server au niveau du runtime. Il va pouvoir voir quels outils il peut utiliser et plus tard les utiliser. Donc, pour passer au travail avec les agents IA, la première étape, c'est justement l'étape de découverte. Quand on parle de découverte, on va parler de deux types de découverte. Soit la découverte d'outils via le MCP Server, ou bien la découverte de d'autres agents via d'autres protocoles, par exemple le protocole mentionné, le protocole A2A. Donc ça, c'est pour la première étape pour un agent IA. Ouais. Il faut savoir que des MCP serveurs, aujourd'hui, c'est quand même un standard qui est
qui a fortement émergé du marché. On a beaucoup de solutions cloud, beaucoup d'éditeurs qui vont proposer des MCP serveurs sur leurs solutions. Je pense à GitHub, GitLab, Alibaba, AWS, enfin toutes les solutions qui proposent des MCP serveurs qui vont permettre à vos agents de s'intégrer avec ces outils et permettre du coup en fait de discuter en langage naturel avec des éléments très techniques derrière. Ça peut être une base de données aussi, ça peut être des solutions SaaS comme on l'a dit. Donc c'est vraiment l'intérêt du MCP serveur, c'est de pouvoir permettre à vos agents de communiquer d'avoir des interactions techniques avec ces solutions. La deuxième étape de la boucle, c'est que l'agent en lui-même, il faut bien comprendre quelque chose, il n'a pas de capacité de réflexion. Un agent, c'est une boucle logique, c'est du code concrètement, qui va faire des choses, mais cet agent, il n'a pas de capacité de réflexion comme un LLM a, avec un système de réseau de neurones. Et donc c'est là, dans l'étape numéro 2, que l'agent a besoin de déléguer une partie de la tâche à un LLM. Donc les LLM, il en existe des tonnes sur le marché, même vous devez en connaître. En ce moment, c'est la tendance. On peut avoir du OpenAI, du Gemini, du Anthropic. Enfin, il y a beaucoup de solutions. Et le but de l'agent, c'est de venir parler à un LLM, un ou plusieurs d'ailleurs, et de pouvoir dire, bon ben voilà, j'ai découvert différents tools qui sont à ma disposition. Maintenant, par rapport à la requête du user, qu'est-ce que je dois en faire? Donc c'est cette seconde étape, c'est appeler un LLM et attendre finalement la réponse du LLM pour savoir quoi faire dans les étapes suivantes. Et c'est là où, du coup, on arrive à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape d'exécution. Donc, notre agent IA a fait sa découverte, il a décidé de ce qu'il va faire, et là, il va exécuter. Soit il va exécuter directement, en utilisant les outils qu'il a pu explorer, ou bien il va déléguer les tâches à d'autres agents IA. Et là, il passera via un protocole A2A, par exemple, pour la délégation des tâches. Et enfin, c'est là où il y a l'étape de réflexion. L'agent, il va revoir son contexte, il va voir s'il a abouti à son résultat. S'il a abouti à son résultat, il va finaliser la boucle. Si ce n'est pas le cas, il va reboucler encore, réitérer sur les différentes étapes pour arriver à la finalité. Donc, comme vous avez pu le voir, donc les 4 étapes, c'est des étapes qui ne sont pas vraiment déterministes. Donc, on ne sait pas à l'avance ce qui va être décidé ou ce qui va être fait par l'agent. C'est là où, du coup, où il y a beaucoup de discussions sur la gouvernance. Comment peut-on gouverner ça? Et comment peut-on préparer notre système IA à l'utilisation des agents? Et là, on passera du coup à la première étape. Comment rendre déjà nos API REST compatibles avec les agents IA? Alors actuellement, on a des API REST, elles sont fonctionnelles, elles sont là, elles marchent, il n'y a pas de problème, mais les agents IA ne sont pas capables donc de les utiliser telles quelles. C'est là où il y a du coup la première étape de la traduction. Donc on va passer d'une implémentation qui avant était manuelle et statique de la part du développeur à une découverte et une consommation dynamique de l'agent IA vers le à partir du MCP Server. Cette partie-là a été réfléchie et configurée de la part de Gravity. Donc, je vais laisser Loïc intervenir sur cette partie pour nous dire un peu plus cette partie. Oui, exactement. Donc nous, côté Gravity, forcément, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est sur le marché de l'API Management. Donc on est en place chez de nombreux clients sur la partie API Management. Et l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on a un éditeur qui avons déjà cette vue centralisée de vos API. Et comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients sur la partie agentique? Et le point qui nous a semblé le plus intéressant, c'était la capacité de pouvoir, depuis vos API, créer des MCP serveurs gérés dans Gravity. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai une API de réservation d'hôtel, de récupération de comptes en banque, de récupération de wallet, etc. Cette API, je veux la rendre disponible à mes agents. Comment est-ce que Gravity peut m'aider? Donc nous, on a la capacité de monter un MCP serveur sur une API existante. Et derrière, on va avoir plusieurs éléments. Déjà, forcément, l'MCP serveur va hériter de la configuration de l'API. C'est très intéressant pour tout ce qui va être autorisation, authentification, valider les schémas d'entrée, les données d'entrée, changer des headers, avoir l'observabilité. Mais on va aussi avoir des éléments spécifiques au MCP serveur, notamment la capacité de pouvoir limiter les accès à certains prompts, certaines ressources, de pouvoir contrôler les élicitations. Donc les élicitations, c'est quand le MCP serveur a besoin de plus d'informations pour répondre à la requête. On va pouvoir gérer ces différents éléments, ainsi que de l'autorisation fine. C'est-à-dire si on arrive avec un jeton SWT et qu'on appartient à un groupe ou à un autre, on n'aura pas forcément les mêmes accès au tool en fonction de la source et de l'origine. Donc tout ça, aujourd'hui, Gravity le propose et se place finalement comme le pattern de gateway. Mais en plus d'être un pattern gateway, il va profiter de la connaissance du landscape API du SI pour permettre d'activer des MCP serveurs un peu à droite et à gauche sur les API qui sont pertinentes à exposer à un agent. Pardon. Oui.
Donc, on a parlé en premier lieu donc, de comment rendre les API restent compatibles avec les agents IA. Pour cette première partie, donc, comme on a dit, l'agent IA est capable de consommer des API via le MCP Server, mais il est aussi capable de requêter des LLM, les LLM qu'on utilise tous actuellement, requêter des LLM pour faire la partie raisonnement. Alors, le risque n'est pas le même, parce que quand on consomme des API, le risque, c'est la fuite de données. Mais le risque avec une mauvaise utilisation des LLM par un agent, c'est une explosion de coûts, c'est du prompt injection, il y a beaucoup de problèmes, des problèmes de non-maîtrise de ce que le LLM produit. Donc, ceci peut être aussi gouverné. Donc, cette partie est très importante pour côté gouvernance. Gravity aussi propose une solution pour cette partie. Donc, comment gouverner nos LLM, comment limiter tous les risques qui viennent avec. Donc, je laisse la main à Loïc pour intervenir sur cette partie. Moi, tout à fait. Je pense déjà, dans l'audience, c'est peut-être la partie du webinaire qui va vous parler le plus. Vous avez tous certainement des souscriptions d'entreprise ou personnelles à des IA type ChatGPT, type Claude avec leur nouveau plan. Et on se rend compte très vite qu'on peut atteindre des limites en nombre de tokens qu'on utilise. Il faut très bien s'imaginer que ces limites que vous avez à titre personnel vont être répliquées sur l'entreprise à titre beaucoup plus professionnel, on va dire. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a des souscriptions à différents LLM va se retrouver va devoir faire face au même challenge que vous avez à titre personnel, mais sur des métriques beaucoup plus volumineuses, on va dire. Et donc, c'est là que le LLM proxy de Gravity peut intervenir. C'est la capacité de pouvoir gouverner dans un premier temps et mettre de l'observabilité, savoir quelle application consomme mes tokens, est-ce que c'est régulier, c'est-à-dire que tous les prompts font la même taille, est-ce que j'ai des prompts qui sont plus gros que d'autres, est-ce que je peux retravailler certains éléments pour diminuer ma consommation. Donc, c'est la partie finalement observabilité et tracking des tokens. Mais on a aussi des éléments qui vont être proactifs. C'est-à-dire mettre du rate limiting en nombre de tokens, c'est-à-dire plus vouloir limiter le nombre de requêtes qu'on va effectuer par seconde, mais limiter le nombre de tokens consommés par requête. Ça peut être très intéressant pour faire du throttling sur nos LLM. On aura aussi la partie guardrails, dans le cas où on implémente un chatbot qui va être public, sur un site web public. Éventuellement, on va avoir toutes sortes de petits rigolos qui vont s'amuser à faire des prompts qui n'ont forcément aucun sens avec le chatbot ou qui peuvent être toxiques ou obscènes. Le but de la gateway, c'est de pouvoir filtrer ces prompts avant qu'ils arrivent au LLM pour permettre de réduire les coûts. On aura aussi une partie sémantique caching qui permet de cacher deux prompts qui sont similaires en termes de rapprochement syntaxique, sélectionner des endpoints dynamiquement. Il y a pas mal d'éléments intéressants avec le pattern de la gateway qui s'applique au monde des LLM. C'est ça. Ok, merci Loïc. Alors, on a discuté du coup des deux premiers cas, mais qu'en est-il si notre agent IA n'est pas capable d'effectuer des tâches lui-même? Alors dans ce cas-ci, il peut déléguer ses tâches à un autre agent IA qui, lui, est capable de faire ses tâches. Pour limiter les risques, on peut utiliser le protocole A2A, un protocole qui permet à chaque agent IA d'exposer sa agent card, une carte d'un agent, sur laquelle il mentionne donc tout ce qu'il est capable de faire et comment interagir avec lui. Alors pour limiter les risques qui viennent avec, il y a beaucoup de solutions. Alors, Gravity propose aussi une solution pour ce cas d'usage. Oui, exactement. Le but du A2A, c'est de permettre à deux agents de parler entre eux. Ces deux agents, ils peuvent être au sein de votre SI. Ça peut être l'agent d'une équipe A qui va parler à l'agent d'une équipe B. Et dans ces cas-là, on peut questionner la nécessité de mettre en place une gateway. Mais par contre, lorsque des agents vont commencer à parler avec d'autres agents externes, d'autres entreprises, on va avoir ce besoin de venir sécuriser nos appels, sécuriser les échanges, pouvoir s'assurer que les agents communiquent entre eux de façon standard, donc avec le protocole A2A. Pour info, ce protocole A2A, il a été développé par Google et il a été donné à la Linux Foundation, donc il est maintenant passé open source. Et en effet, ce protocole A2A permet à deux agents à la fois de se découvrir à travers une carte d'identité, mais également de pouvoir échanger de manière standardisée. Ça va passer par du SSE, du JSON RPC, pour permettre aux agents d'échanger entre eux. Et donc, la gateway permet, comme toujours, de rajouter cette couche de gouvernance, d'observabilité et de sécurité par-dessus. À savoir qu'un gros sujet avec la partie agentique également, ça va être toute la notion d'identité. C'est-à-dire comment est-ce que je m'assure que la personne qui a écrit le prompt derrière son clavier, son identité est bien transférée dans les différents services qui vont adresser le prompt, que ce soit entre des agents, des MCP et différents serveurs. Donc il me semble qu'il y a déjà eu un webinaire hébergé par Naoplay il y a quelques semaines de cela sur la partie identité, mais c'est également un élément à garder en tête. On pourra creuser dessus si ça vous intéresse un peu plus tard. Parfait. Merci Loïc.
Donc, vu que là, on a vu les 3 différents types de consommation qu'on peut avoir, à la fois la consommation de l'API, le raisonnement via les LLM et l'interrogation d'autres agents IA, donc nous allons voir avec Loïc un cas d'usage qui va être de bout en bout pour voir les différents types de consommation avec le ACME Hotels Booking Agent. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je vais récupérer le... On va dérouler petit à petit le scénario. Donc, l'objectif de cette démo, c'est de se dire, j'ai des API qui existent déjà dans mon SI, des API justement de réservation d'hôtels, et je vais mettre en place un agent. Et cet agent, comment est-ce qu'il va pouvoir être consommé via un chatbot et utiliser les API qui sont déjà existantes. Donc, la première étape, ces API, on peut imaginer qu'elles sont sur Gravity, en tout cas, on a espoir qu'elles soient sur Gravity. Et ces API qui sont sur Gravity, on va activer l'MCP serveur dessus pour avoir un point d'entrée au standard MCP sur lequel mon agent pourra se connecter et utiliser ces API existantes. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je l'ai rappelé en préambule, un agent n'est rien sans des LLM. C'est-à-dire il n'a pas de capacité de réflexion. Donc forcément, il faut lui fournir des LLM. Et ces LLM vont passer par le proxy Gravity, qui va rajouter un niveau de sécurité et différentes policies qu'on verra pendant la démonstration. Enfin, l'agent doit échanger avec le chatbot. On va dire, le chatbot doit pouvoir plutôt requêter l'agent, c'est dans ce sens-là. Et ça va se faire via le protocole A2A. Le chatbot va pouvoir découvrir la carte d'identité de l'agent et commencer à lui envoyer des requêtes. Et également, à ce niveau-là, il faudra que les appels soient sécurisés et qu'on ait en place des policies qui permettent de limiter les accès éventuellement, si c'est un chatbot public, ou de pouvoir valider des schémas, avoir des analytics et des logs. Et donc, la partie dans la démo, on reviendra peut-être pas forcément dessus, en fonction du temps qu'on a, ça va être la partie également identité. Donc nous, chez Gravity, aujourd'hui, on vous présente la partie API Management. Il faut savoir que Gravity, on est également un éditeur sur la partie IAM, Identity and Access Management. Et donc, cette démo inclut en partie le côté IAM, avec le fait de pouvoir faire du login, du SSO, d'avoir un serveur d'autorisation, de pouvoir ajouter des scopes et de pouvoir faire ce qu'on appelle du FGA, donc du Fine Grain Authorization, c'est-à-dire de la relation beaucoup plus fine que ce que les scopes permettent. Mais donc, cette partie-là, on la gardera en parenthèse. Si on a un peu de temps supplémentaire, on reviendra dessus, mais ça m'étonnerait. Je vais prendre le partage d'écran. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner sur votre écran. Du coup, on va valider que tout marche bien. Est-ce que c'est bon pour vous sur la partie screen sharing? Oui, on vient bien ton écran. Parfait, super. Donc, moi, de mon côté, le workshop que je vous présente, il est basé sur un workshop public que Gravity a développé. Il est disponible en ligne sur GitHub. Je vous mets au passage le lien du workshop dans le chat. Et donc, ce workshop, il reprend plusieurs éléments, notamment le site que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui, je vais rester très high level. Je ne vais pas trop mettre les mains dans la configuration de Gravity. Ce n'est pas l'objectif du webinaire. Mais si vous, de votre côté, ce que je vais présenter vous a intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le GitHub. Vous pouvez demander une licence entreprise de Gravity sur ce lien-là qui sera valable pendant 2 semaines. Et ensuite, vous avez une liste d'instructions pour venir démarrer le webinaire. Je vais juste récupérer le login mot de passe de mon user pour pouvoir me connecter à la page. Et je vais pouvoir démarrer la présentation de l'échange. Donc là, sur l'écran, vous allez voir à droite un site web. Ça pourrait être n'importe quel site web. On a fait le choix de faire un scénario autour du booking d'hôtel. On peut très bien imaginer de nombreux sites web différents et de nombreux cas d'usage métiers différents. Ça, c'est la partie de droite de l'écran. Et sur la partie gauche, on aura un inspecteur qui se base sur les logs de la Gateway Gravity et qui va nous construire en temps réel, quelque part, un diagramme de séquence qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe et les différentes interactions qu'il y a, liées évidemment aux étapes qu'on a vues en préambule avec Autar. Donc je peux ouvrir mon assistant. On voit déjà qu'il y a une première étape qui est partie, où le site web a demandé la carte d'identité de l'agent. Ça, c'est, on va dire, la première phase d'interaction. Donc là, première étape, je peux faire une demande toute simple qui va me dire, est-ce que j'ai des hôtels dans Paris? Évidemment, le LLM derrière qui va chercher à répondre n'a pas la connaissance des hôtels disponibles dans mon SI. C'est là que va intervenir toute la partie MCP, API, etc. Là, j'ai fait une demande, j'ai une réponse en langage naturel, et on peut voir sur la partie de gauche toutes les différentes étapes qu'il va y avoir. Et à chaque fois, on va pouvoir comprendre finalement l'utilité de la gateway dans ces échanges. Donc, première étape, j'ai mon client qui a fait une demande à l'agent pour demander est-ce qu'il y a des hôtels dans Paris. La gateway a donc transféré la requête à l'agent. Première étape. Donc déjà à ce stade-là, on a du rate limit qui a été appliqué, un niveau de sécurité éventuel qui peut être déclenché. Première étape, quand mon agent reçoit la requête,
forcément, lui, on lui demande est-ce qu'il y a des hôtels à Paris. Non seulement il ne peut pas réfléchir, et en plus, il n'a pas d'outils actuellement pour éventuellement donner de la réflexion à son LLM. Donc, première étape, il va découvrir les serveurs MCP et tools auxquels il a accès. Et donc, cette partie-là est faite au niveau de la gateway. Je l'ai rappelé, hein, les API qui permettent de requêter, les API disponibles pour requêter mon back-end ne sont pas au format MCP. Donc là, ce qu'on regarde, c'est que l'agent a demandé à la gateway de lui lister les MCP auxquels il a accès, et c'est la gateway qui a répondu. C'est bien la partie MCP server hébergée par Gravity. C'est pas parti jusqu'à l'API backend. On voit que l'API est resté en dehors de l'histoire pour l'instant. C'est resté dans Gravity et c'est Gravity qui a renvoyé les différents tools qui sont disponibles pour l'agent. Une fois que l'agent a récupéré les tools, la seconde étape qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à son LLM ce qu'il devait faire. Donc là, on peut voir qu'il y a un ensemble qui est activé, notamment du guardrails, du rate limiting, du filtrage de données personnelles, un peu de cache qui a été mis en place. Donc tout ça s'est passé par Gravity, ça a appliqué ces différents niveaux de sécurité, et ensuite ça a envoyé la demande au LLM. On voit qu'il a reçu le message de l'utilisateur, ainsi qu'un certain nombre de tools pour pouvoir faire la demande. Et donc le LLM a répondu à l'agent, tu devrais utiliser le tool Search Hotel. L'agent s'est exécuté, il a fait un appel à la gateway en disant utilise mon tool Search Hotel, et là on voit cette fois-ci que le call est parti de la gateway au back-end. C'est la gateway qui a fait la transformation du standard MCP vers un call API classique. On voit que là, c'est arrivé au format MCP. C'est parti avec un get sur /hotel avec une localisation demandée à Paris. Donc là, l'aller-retour s'est bien fait au standard API, alors que l'agent a contacté la gateway au standard MCP. Donc on voit cette partie de changement de protocole qui a été fait dans Gravity. On a la réponse de l'agent, qui est un JSON, enfin, on a la réponse du back-end, pardon, qui est un JSON bête et méchant, qui a été renvoyé à l'agent. L'agent a bien reçu la réponse. Il demande à son LLM, voilà ce que j'ai eu comme réponse, qu'est-ce que je dois en faire? Le LLM a fait la réponse que nous, on voit à l'écran, à l'agent, et l'agent, évidemment, a finalisé la réponse et l'a renvoyée au client, ce qui m'a permis, moi, de la visualiser dans mon écran. Donc ça, c'est vraiment un flux complet, bout en bout, qui permet de visualiser vraiment comment ça fonctionne un agent et en quoi Gravity peut se positionner comme middleware, finalement, pour orchestrer, sécuriser et gouverner ces différents échanges. Je le rappelle, hein, cet inspecteur à gauche, il n'est pas dans l'outil nativement, mais il a été construit à partir des logs que renvoie la gateway. Donc tout ce que vous voyez là, ça peut totalement être reproduit dans votre récit pour visualiser très précisément les échanges qu'il peut y avoir entre vos différents composants. La deuxième partie, si jamais je demande de me montrer mes réservations, donc Show me my booking, c'est pour ça que je me suis connecté au tout début de la démonstration avec un compte faux, entre guillemets. Hein. Cette fois-ci, on voit bien que mes bookings ont été récupérés, et l'élément qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, mon nom et mon email ont été masqués. Si on regarde ce qui s'est passé, au moment de la réponse du LLM, l'LLM a mis en place la partie filtrage des données personnelles et a offusqué ces différents éléments pour ne pas que je les voie. Donc là, évidemment, dans le workshop, si je suis connecté, il y a très peu de cas d'usage métier où je voudrais ne pas voir mon propre mail. Cependant, c'était juste pour vous montrer un peu les capacités de la gateway et le fait que, dans le cas d'un chatbot public, si on veut éviter d'avoir des fuites de données de son SI et ne pas faire sortir de données personnelles d'employés ou de collaborateurs, à ce moment-là, cette policy de filtrage des données sensibles peut être mise en place pour s'assurer qu'aucune donnée personnelle ne sorte du SI lorsqu'un agent fait des appels. Enfin, si je fais quelques appels en séquence, j'en fais quelques-uns, je devrais atteindre un rate limiting. Donc pour être honnête, je ne sais plus exactement combien de tokens j'ai demandé en rate limiting, mais on devrait l'atteindre assez rapidement. Voilà, je l'ai atteint. Donc j'ai fait 2 prompts. Le second prompt a été bloqué et j'ai eu un 429 pour ceux qui sont plutôt techniques. J'ai eu un 429 de ma gateway. On voit bien que le call n'est pas parti au LLM, c'est la gateway qui a bloqué et qui a dit non, là tu as atteint un rate limiting, donc calme-toi et refais une requête d'ici 3 secondes pour refaire ta demande. Ça me permet du coup de refaire la requête. Et là, du coup, on voit que celle-ci a été beaucoup plus rapide. Elle a mis 2 secondes 3, alors que la précédente a mis 9 secondes 8. C'est parce qu'on a la partie caching sémantique qui est rentrée en jeu. Comme j'ai fait 2 fois la même requête, aucun intérêt de venir la renvoyer au LLM et de refaire travailler le LLM et de régénérer les tokens. C'est Gravity qui a fait le rapprochement syntaxique entre les prompts et qui a permis de répondre sur le second avec du cache au lieu de répondre en direct avec le LLM. Et enfin, dernière partie de la démo, c'est la partie guardrails. Si je fais une demande qui sort un peu des clous ou qui n'a pas vraiment d'intérêt pour mon LLM, je peux mettre en place des guardrails dans Gravity qui vont bloquer les requêtes qui n'ont aucun intérêt métier pour moi. Donc là, on voit pareil
la même logique qu'il y a eu pour le 429. On voit bien que la requête est partie au LLM, mais là, la gateway, elle a dit les guardrails ont été mis en place, ce prompt-là ne correspond pas aux guardrails qui ont été mis en place, donc je bloque la requête, je renvoie un 400, et c'est bien Gravity qui a bloqué la requête sans forcément que ça parte au LLM. Donc il y a vraiment plusieurs intérêts de mettre la gateway et de suivre ce genre de pattern, de pouvoir faire de la gouvernance, de l'observabilité, mais aussi avoir des raisons très techniques finalement de mettre en place ce genre de pattern pour pouvoir bloquer certains prompts et faire toute la partie caching sémantique et comptage des tokens consommés, associer des coûts en fonction de CLLM, etc. Voilà de mon côté pour la démo. Donc si vous voulez en savoir plus et avoir beaucoup plus de détails sur ce qui s'est passé, là je suis allé assez vite sur le front, mais vous pouvez retourner sur le GitHub avec plaisir et puis lire un peu, il y a un README qui a été bien fait. Alors il est en anglais, je m'en excuse, mais le README est bien fait pour vous expliquer exactement ce qui a été développé, quelles sont les différentes étapes avec les différentes parties, mettre en place le MCP, mettre en place le LLM, etc. Vous avez une description complète avec l'outil. Et puis surtout, pour les plus techniques d'entre vous, vous pouvez faire un Docker Compose up, du Docker Compose fourni dans le GitHub, et vous pourrez refaire l'atelier de votre côté. Ok. Merci beaucoup Loïc pour cette démo. Donc là, on a vu les différents standards. Je dois refaire le partage. Yes, il faut reprendre le partage des slides du coup. Oui, là c'est tout bon. Donc là, on a fait le tour. On a vu les différents protocoles, on a vu les différentes manipulations et différentes actions qu'un agent fait. Mais qu'en est-il vraiment de votre système d'information? Comment votre système d'information peut se préparer à cette nouvelle phase d'API? Actuellement, on a les API, mais vos API, il faut savoir qu'il doit être bien gouverné, il doit être simple et il doit être facilement manipulé par les agents IA. Parce qu'un agent IA, il vient amplifier vos API et c'est pas l'inverse. Donc, si on part avec des API qui sont pas bien gouvernées, qui sont pas bien décrites, l'agent IA, il pourra pas les manipuler de façon bien, il va galérer à les manipuler. Dans notre site NowPlay, on a plusieurs guides de conception des API. Et parmi les guides de conception les plus importants, c'est ce que vous pouvez voir ici, donc le PAT 06. C'est une règle qui dit qu'il ne faut pas donc mettre des verbes sur le PAT d'un endpoint. Donc pour, par exemple, le get orders/id, il ne faut pas dire directement le get dans le PAT. Ça, c'est pas accepté et c'est une règle qui n'est pas acceptée dans le bon design d'API. Mais là, vu qu'on est dans une phase de changement, on passe vers des agents d'IA. Les agents IA, ils ne manipulent pas directement les endpoints d'API, mais ils manipulent plutôt des actions. Donc, on va avoir un shift de mindset. Avant, on réfléchissait en termes d'endpoint. Là, on va commencer à réfléchir en termes d'action. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est gouvernance d'API, bon design d'API. Comme ça, votre système d'information est prêt pour intégrer des agents IA par la suite. Je me permets d'intervenir aussi. Oui, effectivement, du coup, juste en revenant sur le slide d'avant, donc on a notre approche de smart proxysation où on insiste beaucoup pour associer les API, donc les API proxy API, on se comprend toujours, au niveau de la gateway, qui soient associés aux entités métiers. Donc, c'est en particulier ce sur quoi on insiste dans les règles de design, dont la PAT 06, hein, dans le chemin d'appel de l'API, on ne doit avoir que des noms, jamais de verbes. Or, effectivement, on a toujours besoin de ça. Attention, je n'ai pas dit le contraire. On a toujours besoin de faire ça parce qu'on a besoin d'avoir des API qui soient compréhensibles et qui soient vraiment associées à des entités métiers, compréhensibles par le métier, pas juste des endpoints très techniques, underscore 147 ou des choses comme ça. Mais en plus de ça, on introduit les verbes pour la partie agent où on va effectivement là avoir les exemples qui sont donnés en dessous, cancel order, book hotel, check availability, ainsi de suite. Du coup, dans votre SI, ce qu'on vous invite à faire avant de passer, ou en tout cas en parallèle, parce que je sais très bien que les expérimentations sont en cours, on a lancé un petit poll tout à l'heure dont vous devez normalement voir les résultats.
Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui avait répondu, mais on en était au stade de POC expérimentation. Hein, il n'y a personne qui n'a parlé d'usage en production aujourd'hui. Effectivement, la majorité des gens sont encore en expérimentation. Du point de vue des API, ce qu'on vous invite à faire en premier lieu, c'est auditer vos API. Est-ce qu'elles sont compréhensibles? Est-ce que juste en lisant l'interface, slash option par exemple, vous allez pouvoir comprendre ce qu'elles font? En particulier, donc j'ai déjà mentionné la smart proxysation, est-ce qu'elles sont associées à des entités métiers? Est-ce qu'elles sont associées à la commande? Est-ce qu'elles sont associées au client plutôt qu'être associées à Salesforce ou SAP? Et enfin, est-ce que vos API sont gouvernées? Gouvernées, ça regroupe beaucoup de choses, mais là, j'ai mentionné les quotas, etc., l'accès, mais effectivement, il y a la sécurité, on va y revenir juste après. L'observabilité, est-ce que la consommation de vos API, elle est surveillée? Est-ce que cette observabilité va vous permettre, par exemple, de voir, certes, les risques, mais aussi l'utilisation ou non de vos API? Est-ce que certaines de vos API sont aujourd'hui obsolètes et méritent d'être décommissionnées? Est-ce que combien de versions vous avez de vos API, ainsi de suite? Tout ça, ça fait partie des chantiers à mettre en place, non seulement pour l'expérience développeur, mais aussi et surtout pour la couche IA qui arrive. Loïc l'a mentionné tout à l'heure, il y a un gros chantier autour des identités. Effectivement, il faut gérer vos agents comme des identités proprement dites, avec lesquelles vous allez pouvoir fine-tuner les accès et, pareil, les observer et contrôler ce qui se passe. Voilà pour la couche SI. Donc, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. On est pile dans les temps. J'y croyais pas au début. Merci, Loïc, ça allait très très vite. Il n'y a pas de souci. Comme vous avez pu le voir, on a étraidé une nouvelle plateforme pour les webinaires aujourd'hui, donc qui explique un peu les petits couacs qu'il y a eu sur les changements et tout, mais on va être plus efficace sur les prochains. Merci beaucoup, Loïc, pour ta présence. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations complémentaires sur Gravity, vous pouvez contacter notre partenaire Naoplay, directement Gravity. Vous avez sur le site web de Gravity des capacités de nous contacter ou passer par Naoplay. On sera toujours ravis d'échanger avec vous. Tout à fait. Merci, Kautar. Merci à vous. C'est un exercice un peu stressant, hein, tu as vu. Donc maintenant, merci. Nous aussi, nous restons à votre disposition. Je regarde dans le chat si vous avez des questions. Si vous en avez, c'est le moment. Merci. Non, il y a des merci, mais c'est... Merci à vous d'être venus et d'avoir participé. Merci Naoplay pour l'invitation encore. Et puis à ce moment-là, bon après-midi à tous. Bon après-midi. Les lives ne sont pas encore planifiés, mais nous avons différents sujets en cours, donc ça va arriver dans très peu de temps. Suivez-nous sur LinkedIn, en particulier, vous aurez des informations. Merci à tous et au revoir. Merci, au revoir à vous tous. Au revoir.